Bonjour, bienvenue à notre émission Entretien de la CID. Cette émission-là, n'est-ce pas, qui présente la CID et fait intervenir des analystes, des spécialistes dans des domaines, différents domaines que la CID touche, dans le but de permettre que la lanterne des Camerounais soit davantage éclairée par rapport à nos différents projets que nous avons. Nous parlons de la cimenterie, nous parlons du barrage hydroélectrique, nous parlons de l'usine de bitume, l'usine de sidérurgie et des investissements des Camerounais afin que ces projets soient possibles et puissent être réalisés. Donc aujourd'hui, nous allons parler tour à tour des accords coloniaux et aussi de la charte de l'impérialisme. Et nous avons invité sur notre plateau Monsieur Flavien Babi, qui est un analyste politique, un universitaire, mais aussi un économiste politique. Donc l'économie étant le domaine visé, les domaines visés particulièrement par la CID, il va donc nous étayer, il va nous éclairer sur bien des domaines que nos questions vont toucher. Flavien Babi, bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre présentement. C'est un plaisir d'avoir pu répondre présent à cet entretien. Donc les accords, vous parliez des accords coloniaux. Et ce que c'est, parce que nous pouvons savoir ce que c'est les accords coloniaux, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent à la télé, qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas qu'il y avait des accords, ils ne savent même pas qu'il y avait des textes qui régissaient les pays africains et leurs colons, la France par exemple. Alors, voilà. En parlant des accords coloniaux, les accords coloniaux est un ensemble d'accords qui ont pu être signés entre la France et ses anciennes colonies. Oui. Ces accords étaient de plusieurs ordres, à la fois politique, oui, économique et beaucoup plus aussi sur le plan culturel et surtout aussi sur le plan militaire. Voilà. Parce que c'est dans ce secteur-là, puisque les pays africains étaient encore des jeunes nations, il fallait vraiment des accords qui puissent renforcer les liens entre les deux entités afin que celles-ci puissent faire chemin faisant ensemble. Ok, d'accord. Parce que ici, on voit la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation, par exemple. On dit que les États nouvellement et indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Effectivement, il y avait dans ces accords, bon, je ne connais pas votre source, mais il y a ces accords qui liaient la France avec une forme de portée politique et une portée économique, comme je l'ai pourtant dit. Dans cette phase économique, il était clair qu'avec des prêts octroyés par les États africains, ceux-ci devaient les rembourser sur des échéances. Oui. Étant donné que les échéances étant échues et qu'il n'y a pas pu un remboursement total, il fallait prolonger la dette avec aussi des intérêts. Et cela avait pour ambition de rendre à ce que les pays africains soient dépendants et liés à cette dette-là, dépendants de redevance morale à l'endroit des États français et de ces anciennes colonies. C'était un peu l'objectif visé, même comme ce qui était présenté, c'était d'apporter une aide économique pour que ces États africains puissent se relever et puissent vite aller de l'emploi que les États accomplissent beaucoup plus sur le plan financier et militaire. Je vais poser une autre question. Pourquoi ça tourne à la dette? Ça tourne à la dette parce que lorsque vous allez chez votre créancier faire demander un prêt, il va falloir que celui-ci vous donne un prêt. Mais maintenant, lorsque vous... Ça signifie que la colonisation, c'était une aide pour l'Afrique? La colonisation, c'était à la fois une aide et c'était aussi, l'aide était vice-versa. Pourquoi? Parce que à la fois, elle servait aux Occidentaux et principalement à la France de pouvoir vendre son savoir-faire via sa manière de coloniser, puisque vous connaissez que le Cameroun est quitté d'abord d'un protectorat allemand, ensuite de mandat franco-allemand pour devenir une tutelle. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il était colonisé par à la fois les Britanniques et les francophones. Avec la réunification qui a eu, c'est la France qui a été comme celle-là, cette mamelle nourricière qui était au devant de cette colonie, raison pour laquelle il y avait ce savoir-faire qu'elle proposait. Chez les Anglais, c'était le direct role, et chez la colonie française, c'était le indirect role, c'est-à-dire il fallait s'appuyer sur des relais locaux pour pouvoir mettre en œuvre la politique française. C'est un peu ceci, vous pouvez concevoir ça comme une dette, mais on peut voir ça comme une sorte de modèle de développement.
si cela peut être pris sur ce prisme-là. Le modèle de développement britannique et français, c'était ce savoir-faire que la France venait voir. Et en retour, il fallait aussi que les pays, les nations concernées puissent s'arrimer à ce don-là. C'est accepter ce qui pourra venir ensuite pour que vous puissiez être comme une forme d'assimilé. Donc, c'était vous êtes des Français assimilés. Vous n'êtes pas forcément vous n'êtes pas des Français, mais vous avez des cultures, une culture française parce que vous avez été colonisé. Mais une culture d'apparence. Une culture d'apparence. Parce qu'en fait, dans tout ce que nous sommes aujourd'hui, il n'y a vraiment pas comparaison avec la France. Parce que la France étant ce pays-là qui a la main mise sur nous sur tous les plans, parce que je vois par exemple l'autre accord, la confiscation automatique des réserves financières, des réserves financières nationales. Oui, dans la confiscation des réserves. Alors je voulais dire, on ne ressemble pas à la France finalement, nous sommes juste des assimilés. Nous sommes des assimilés, il y a une forme de politique par assimilation, parce que déjà nous parlons comme les Français. Nous nous habillons comme les Français, nous communiquons comme les Français. Mais nous ne sommes pas développés comme les Français. Mais nous ne sommes pas, certes pas développés par les Français, mais quand même il y a une... Et même pas développés comme eux. Non, nous ne sommes pas développés comme eux, parce que lorsqu'on parle de développement, le développement implique une manière de faire, une manière de voir, une manière même de se positionner pour atteindre cet objectif-là. Oui. Mais nous n'allons pas reposer ça tout complètement sur l'État africain, sur la France, parce que c'est un partenaire qui a décidé de nous accompagner, de nous à notre volonté, dans notre désir. Un partenaire. C'est un partenaire. Mais est-ce qu'à la longue, je vous relance, monsieur Flavien Mali, est-ce qu'à la fin, ce partenariat n'est pas gagnant-perdant? Le partenariat, est-ce qu'on va dire qu'il est gagnant-perdant, puisque voilà 60 ans que la France a eu les États, certains États indépendants certains États ont eu leur indépendance, mais souffrent toujours de ce sous-développement, ce qui peut laisser croire que ce n'était pas la solution, ce n'était pas la meilleure des voies, mais on ne va pas remettre tout cela en question, dans la mesure où entre la France et ses anciennes colonies, il y a des rapports qui sont à la fois culturels, des rapports politiques, des rapports économiques et même des rapports même aussi qui sont d'ordre militaire et j'en passe. Ce qui fait en sorte qu'au-delà de ce que la France a eu à faire pour cela, il y a ce qui a été fait, mais ce qui me reste encore à faire. Et beaucoup plus, le développement ne va pas être une forme imposée ou importée, puisqu'il y a un peuple qui a une forme d'imagerie. Prenons le cas du Cameroun, c'est près de 240 ethnies. Et si vous allez voir ce raisonnement, ces ethnies ont leur manière de voir leur manière de penser de ce qu'ils entendent. Mais est-ce que leur manière de penser, je vous relance, est-ce que leur manière de penser peut en réalité développer un pays? Si chacun pense de façon disparate, est-ce que ça peut développer un pays? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que d'avoir une seule manière de penser pour développer un pays? Le développement, c'est d'abord une forme d'état d'esprit. Après avoir modélé cet état d'esprit, il faut construire une vision. Vous avez cette vision que vous essayez de mettre, vous mettez des hommes qui ont cette capacité de construire ce développement, même si vous êtes sûr qu'à la fin, ce ne sont pas ces hommes qui pourront bénéficier de cela. Cela s'est prouvé dans les grands bâtisseurs des nations, que ce soit américaines ou françaises. Certains sont bons, ils n'ont pas vu réellement ce qu'ils... C'est aussi cela qui demande en Afrique, il faut qu'il y ait des bâtisseurs, il faut que cela puisse naître. Il faut qu'il y ait des gens qui commencent. Il y a ceux qui doivent commencer. Et peut-être que ceux qui termineront, certains n'auront pas peut-être la chance de voir comment cela va se passer. Oui. Donc c'est pourquoi je dis c'est une vision, c'est un état d'esprit. Et il nous revient, nous en tant qu'Africains, de trouver des solutions endogènes qui peuvent propulser ce développement. À parler de solutions endogènes, c'est parce que nous avons beaucoup misé sur des solutions exogènes, selon lesquelles ce sont le développement de l'Afrique doit venir de l'extérieur. Nous avons par exemple 85% des recettes fiscales du Cameroun qui proviennent des multinationales. Justement parce que le Cameroun... Pendant que nous sommes encore en train de chercher à réfléchir, nos plus de 200, je ne sais pas combien vous avez dit, tribus, ethnies, je ne sais pas, nous sommes en train de chercher encore à réfléchir entre temps, les multinationales se font le beurre chez nous. Effectivement, ce n'est pas question de faire le beurre. C'est que dans les relations internationales, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais pourquoi nous ne peut pas avoir des intérêts aussi? Parce que nous ne voyons pas réellement les apports des intérêts que nous avons avec les États étrangers. Nous n'avons pas des intérêts. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes sur une forme de marché. Et le marché, c'est l'offre. Qu'est-ce que nous avons? Alors nous sommes donc des encaisseurs, puisque nous ne font pas. Oui, nous sommes des encaisseurs, nous sommes des sujets de la mondialisation.
des sujets. Nous sommes des sujets, ça veut dire que nous sommes embrigadés dans une nouvelle mouvance que nous-mêmes ne connaissons pas. La mondialisation, les États africains se sont incrustés dans la mondialisation sans leur vouloir. Il y a une forme d'impréparation. Et c'est ce qui est justifiant, c'est que le fait que beaucoup font des choses que même ils ne comprennent pas. Ils font d'abord signer des accords et après ils essaient de se rendre compte à l'évidence qu'ils ont signé tel ou tel accord. Donc il n'y a pas envie. Donc si je comprends bien, nos dirigeants de cette époque-là, de l'Afrique en fait, parce que c'est pas seulement pour notre situation n'est pas seulement à nous, mais tous les pays africains vivent un peu les mêmes situations. Alors, il a dit, selon votre analyse, que nos gouvernants ont donc signé des documents sans avoir véritablement compris la teneur et les implications de ces documents. Oui, il faut comprendre le contexte dans lequel on se situait. On se situait dans un contexte de guerre froide où il fallait forcément appartenir à un bloc. Soit vous appartenez au bloc communiste, soit vous appartenez au bloc capitaliste. Et les différents blocs, que ce soit les États-Unis et l'URSS, avaient aussi des idéologies pour alimenter cela. Ils avaient des moyens pour doter ces pays africains. Et on avait d'abord pour cela, il fallait que les États occidentaux mettent des chefs d'État qui étaient assez dociles et qui n'allaient pas aller à l'encontre. Facile à être manipulé. Oui, on ne va pas parler de manipuler, qui n'iront pas à l'encontre des intérêts des États ou des puissances coloniales de là. Et c'est comme ça que vous avez vu des concepts comme chasse gardée, des concepts comme précaré qui ont été construits, qui apparaissent pour marquer des zones d'influence. C'est dans cette logique-là qu'il fallait mettre des représentants dociles. Sinon, vous allez comprendre qu'il y a certains nationalistes qui ont été exécutés parce qu'on ne voulait pas ce type de changement. On voulait beaucoup plus des nationalistes comme les Oumniobé, il y a l'Afrique en a regorgé autant ceux qui ont construit même cette lutte révolutionnaire qui, dès l'œuf, a été étouffée. Oui. Donc, autant de personnes qu'il fallait, mais qui sont arrivées dans un contexte vraiment qui n'était pas propice. Qui était brut. Qui était vraiment brut. Il n'y avait pas d'élégance à ce moment-là. On vous éliminait physiquement. Et puis on inquiétait tout le monde, vous êtes tout le monde. C'était ça, on a construit une forme d'image de la violence dans la psychologie des États africains. Pour faire peur. Pour faire peur et tuer toute velléité. Et si vous essayez de voir même les guerres qui se sont passées là-bas, elles étaient vraiment brutes et elles étaient financées avec la volonté même des puissances parce qu'il fallait faire avancer deux idéologies au détriment, une idéologie au détriment de l'autre. Il y a un de vos confrères universitaires qui a fait une analyse un jour dans un média, il disait on fait peur. On fait peur et puis on vous fait parler comme des enfants, on vous prend comme des petits jouets et puis on crée dans votre tête une peur. Le chef de l'État qui est installé par exemple dans un pays quelconque, le chef de l'État qui est installé a des ministres qu'on lui impose, qui sont là comme des espions et qui informent le pays qui installe le chef de l'État. Et maintenant, ceux qui sont là, les ministres qui sont là pour espionner le chef de l'État, ont des rebelles aussi en brousse par lesquels les puissances occidentales les menacent en leur disant si vous vous amusez, on renverse votre gouvernement et on prend tel qui est en brousse, tel rebelle et on le place à votre place. Donc ça fait que le chef de l'État est inquiété par les ministres qui le surveillent. Les ministres et le chef de l'État sont inquiétés par les rebelles qui sont en brousse, de telle sorte que les intérêts soient davantage sauvegardés. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Ça peut continuer aujourd'hui, mais encore de manière encore de plus ce sera de manière plus subtile. Ouais. Dans la mesure où il y a déjà les réseaux sociaux qui, lorsqu'il y a un abus dans une partie du monde, et c'est mis au grand jour, et là ça va peut-être réveiller l'émotion de l'opinion publique nationale et internationale. Ça éclabousse le gouvernement. Ça éclabousse le gouvernement, puisque lorsque vous voyez même que ce soit aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, on essaie de filmer la vidéo de quelqu'un, et c'est qu'est-ce que ça suscite l'émoi. Et ça fait en sorte que plutôt les réactions sont plus, on condamne et les mesures sont plus.
prise. Mais maintenant, c'est de manière un peu plus subtile. Mais on ne rentre plus dans ce type de révolte artisanale, parce qu'à l'époque c'était artisanal, mais on rentre dans quelque chose de plus diplomatique. Et on essaie maintenant de mettre des personnes, parce qu'en allant dans une logique de respect du partenaire en face, parce que déjà, vous savez, les États occidentaux prônent ce qu'on appelle les libertés de droits de l'homme, et ce n'est pas eux qui iront à l'encontre en éliminant encore. Ils ont eu à comprendre beaucoup de ce qui était des erreurs passées, et ont décidé d'aller sur des bases égales. Ils procèdent autrement maintenant. De manière plus subtile. Mais l'influence reste la même, puisqu'il faut toujours conserver ses acquis. On va dans la logique de conserver les acquis que nous avons. Donc on va dire c'est plus professionnel maintenant. C'est plus professionnel, mais il faut qu'on écarte la logique du gagnant-gagnant, parce que lorsqu'on dit gagnant-gagnant, l'Afrique représente près de 2 à 3% du commerce international. Donc, ça veut dire lorsqu'on va gagner avec que ce soit l'Union européenne qui ne vient pas, lorsque vous entendez l'Union européenne, ce n'est pas la France qui vient signer un accord. La France vient sous l'égide de l'Union européenne qui se constitue comme un bloc d'État. Donc ça veut dire que vous avez en face quelque chose d'homogène qui vient signer un accord avec le Cameroun. Qui vous devient difficile de résister. Et c'est comme ça que vous êtes absorbé, vous êtes forcément dans une logique de déséquilibre qui s'installe. Donc revenons donc dans le cadre de la CID. Nous sommes donc dans cette émission de l'entretien avec la CID, qui est la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, n'est-ce pas? Alors, nous avons en idée véritablement de changer notre pays, parce qu'il y a un certain nombre de réalités que nous avons identifiées dans notre pays et qui nous laissent toujours dans les mêmes accords, même s'ils ne sont plus revalorisés. Mais nous sommes toujours dans le même état. 60 ans après les indépendances, on n'a pas d'autoroute chez nous, on n'a pas de route chez nous, on n'a pas d'électricité chez nous, on n'a pas d'eau potable chez nous. Il faut aller dans un hôtel, vous ouvrez le robinet, c'est tout kaki, c'est tout rose, c'est tout orange. Donc, on n'a pas d'eau chez nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas d'industrie, le pays n'est pas développé du tout. Alors nous, on a proposé de commencer par un barrage de 11 000 MW, parce que, monsieur l'analyste politique, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas d'électricité au Cameroun. Ma question c'est, avant que nous venions proposer notre barrage de 11 000 MW, il y a des barrages qui sont construits, les 420, et puis bon, si on essaie de les grouper tous, vous avez tout à l'heure, dans notre entretien préliminaire, que nous allons sensiblement dans 1600 MW, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le problème avec Eneo? Pourquoi on n'a pas d'électricité avec Eneo? Pourquoi ceux qui viennent mettre sur pied des barrages chez nous ne nous produisent pas un barrage d'au moins 1000 MW? C'est quoi? Comme on leur dit, rester dans les 400, rester dans les 500 au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Je serais vraiment en mesure de vous dire ce qui se passe, mais sauf que il y a un réel problème. Le problème, c'est que Eneo nous a montré une forme d'incapacité à pouvoir gérer le secteur énergétique. Voilà, je relance la question. Et pourquoi ça persiste? Pourquoi Eneo est toujours là? Parce qu'Eneo n'est pas là depuis hier matin. Ça fait des années. Pourquoi toujours cette société qui ne permet pas d'avoir ne serait-ce que l'électricité domestique? Bon, justement parce que il y a d'abord un problème, c'est que Eneo s'est rendu compte que ces infrastructures sont assez vétustes, parce qu'elle est l'héritière de beaucoup d'autres sociétés qui étaient déjà là avant elle, que ce soit Sonel, que ce soit Eneo. Donc il y a d'abord Sonel, oui. Et il y a aussi le fait que les barrages qui ont été mis sur pied sont des barrages qui vont beaucoup doter, qui vont apporter, mais ne pourront pas complètement donner une forme de satisfaction. D'où la nécessité de notre barrage de 11 000 MW. Au Cameroun, il faut au moins 1000 ou 3000 MW, et il en ressort qu'avec les multiples barrages, nous serons peut-être, on envoie sensiblement les 1600 MW, ce qui prouve qu'il y a encore un déficit énergétique avec dans le secteur de l'électricité. Bon, on ne sait pas si Eneo pourra faire un dépôt de bilan, mais dans le cahier des charges, il était question aussi que cela puisse se faire. Et le problème de l'électricité est tellement sensible dans la mesure où c'est un secteur de souveraineté, parce qu'au-delà, vous payez de la consommation, mais à côté de la consommation,
il y a même aussi la distribution, il y a le transport. Tout cela rentre dans la chaîne de l'électrification. Nous, on ne se concentre que sur le côté de la consommation. Or, en aval et en amont, il y a des soucis. Il y a des soucis déjà. Et c'est tout cela qui doit transporter, qui fait en sorte qu'au-delà de tout cela, il manque vraiment une forme de suivi de notre énergie. Et c'est ça qui fait en sorte que nous nous retrouvons avec des délestages encore près et que cela, le pire, c'est que ça a un impact déjà sur le suivi même des populations, mais aussi sur les activités économiques, parce que sans énergie, nous ne pouvons pas parler, on ne peut pas penser de développement, puisque l'énergie, c'est la clé de tout. Nous avons besoin que les industries fonctionnent, nous avons besoin que le secteur économique fonctionne, et c'est là l'énergie, c'est le cœur, c'est le nerf de la terre, c'est le cœur de cela. Et si nous avons un déficit criard, ça veut dire que le problème encore se pose et nous n'avons pas encore enclenché même le processus du développement. Et donc ça signifie que jusqu'ici, il y a besoin d'électricité au Cameroun, parce que nous avons proposé un barrage de 22 000 MW, sauf que nous voulons le faire en deux phases. Deux phases, 11 000 MW, première phase, 11 000 MW, deuxième phase. Et nous pensons, et c'est un peu ça même le point focal de notre entreprise, notre société, c'est que les Camerounais, c'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure des accords coloniaux, pour montrer qu'en posant le fondement de notre entretien, nous n'avons pas les pieds sur terre pour pouvoir compter continuellement sur l'étranger pour un développement. Alors, il est question maintenant que les Camerounais investissent, chacun vient prendre des parts dans notre société pour qu'ensemble nous puissions relever l'économie de notre pays. Quand vous le regardez, est-ce que notre société, dans toute la vérité, n'a pas toutes ces raisons? Votre société a sa raison d'être, mais sauf que l'idée auquel elle va se confronter beaucoup plus à des résistances, dans la mesure où il va falloir que vous fassiez avec les autorités en place, et beaucoup en place ne veulent pas peut-être que cela se passe parce qu'il y a des parts de marché qui sont ne veulent pas peut-être. Ne veulent pas peut-être que cela voie le jour. Il y a des parts de marché et cela. Vous parlez des parts de marché, c'est quoi les parts de marché? Les parts de marché, ça veut dire qu'il y a des sous-traitants qui viennent, qui achètent des actions dans la société d'Eneo et qui gagnent forcément par le fait que Eneo soit là. Oui. Le fait de venir avec d'autres. Que Eneo soit là, même si le Cameroun n'est pas satisfait. Nous sommes dans le domaine du marché et c'est d'abord le gain qui prime. On ne veut pas savoir si l'habitant de Guiridic ou peut-être que de Belabo n'est pas électrifié. On veut juste que j'investisse une somme de 1 million et qu'à la fin, si mes parts peuvent être gonflées à 20 millions, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça fait du mal à le dire, mais vraiment, c'est ça, nous sommes dans le domaine économique où peut-être celui qui le fait, il a des groupes électrogènes chez lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la coupure d'électricité. Donc, il faut voir qu'il y a aussi une chaîne qui essaie de s'installer. Donc, il va falloir que vous puissiez aller, et c'est bon, pourquoi? Parce que ça peut créer une forme de concurrence et booster aussi Eneo à aller un peu plus de l'avant, à se donner, à quitter un peu de son confort, puisqu'étant le seul producteur d'électricité, vous pouvez aussi donner une forme, faire en sorte que les prix puissent chuter, parce que c'est ça la logique de la concurrence, et permettre qu'il y ait avec votre idée ou votre initiative, votre projet, et nous puisse aussi augmenter une gamme de fois ou une gamme de choix. Se réveiller et puis produire quelque chose d'extraordinaire. C'est à la fin. Je souhaite en tant que nos consommateurs d'énergie, parce que quoi qu'on dise, ça ne représente pas bien que nous nous trouvons toujours dans l'obscurité. Est-ce que l'obscurité n'est pas une stratégie d'embrigader davantage le Cameroun et les pays de la sous-région dans les mailles du filet de l'Occident? Et puis, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que c'est pas... Parce que nous ne comprenons pas. Nous disons que les dirigeants des Néo sont des hommes comme nous, ils ont des têtes comme nous, ils ont des enfants qui vont à l'école comme nous, ils utilisent les fers à repasser, ils utilisent l'électricité pour regarder la télé. Mais comment se fait-il que, ayant la charge d'électrifier le Cameroun et permet même que les industries soient développées au Cameroun, qu'on soit à l'aise, confortable dans des répétitions de coupures? Non, moi je ne veux pas qu'on puisse voir ça comme une forme de théorie du complot, toujours voir la main noire de l'étranger partout. Il faut aussi connaître que l'échec nous revient aussi de plein droit. Dans quelle mesure? Nos autorités auraient dû mettre sur pied des mécanismes cahiers de charges pour que Eneo puisse mettre sur pied
des mobiles. Donc si Eneo n'est pas à la compétence attendue, il y a aussi l'erreur du gouvernement dedans. Oui, il fallait que il y a pour suivre Eneo un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il est prévu que Eneo produise le courant sur une certaine durée avec des mégawatts bien précis. Et il y a une durée de contrat. Si c'est que Eneo n'a pas pu le faire, Eneo n'a pas, on a qu'à dire Eneo ne peut renouveler le contrat. Ensuite, c'est à l'État de faire une sorte de l'appel à candidature pour des sociétés qui peuvent répondre à cette demande-là. Donc, c'est autant de choses. Il y a des leviers sur lesquels nous pouvons activer pour mettre la pression sur Eneo pour que l'électricité soit fournie. C'est parce qu'Eneo se sent dans une forme de confort et qu'en face, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire qui se disent qu'ils ont le monopole. Et c'est ayant ce monopole-là qu'on se rend compte qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, un peu de quoi. Et aussi, le gouvernement ne dérange pas, personne ne fait de pression. Où il y a des intérêts. Ça peut être aussi vice-versa. Il peut y avoir des membres du gouvernement qui ont des actifs et qui gagnera à ce que ce soit toujours Eneo qui soit là. Ça rentre dans une forme de logique d'intérêt maintenant. Donc, c'est autant de choses qui me permettent de laisser penser que Eneo peut faire mieux, mais Eneo fera mieux si à côté d'elle, il y a des entreprises concurrentes qui peuvent aussi opérer dans le domaine de l'énergie. Parce que nous avons constaté quelque chose. Les barrages que l'on met sur pied au Cameroun, ces barrages, dans toute la vérité, on se rend compte que c'est plus pour ravitailler en électricité les multinationales qui arrivent chez nous. Parce que les usines des étrangers chez nous, les occidentaux, j'allais dire, ont de l'électricité normalement et il y a même certaines usines, des étrangers au Cameroun, je crois par exemple dans certains quartiers comme à Bonabé, il y a Douala, où on peut vous dire qu'une entreprise qui est installée là, quand elle a des commandes fortes pour produire par exemple du ciment, c'est un exemple, va couper l'électricité à toute la ville de Bonabéry pour utiliser ces machines et produire assez par rapport à la commande qu'on lui a passée au XXIe siècle. Est-ce que ce n'est pas souhaitable, est-ce que ce n'est pas normal que nous puissions nous-mêmes bâtir ce barrage comme notre société envisage en mettant les Camerounais dans le bain des souscriptions et des investissements. Il faut déjà rappeler ici, quand on parle d'investissement, on ne parle pas de contribution, non, nous parlons de donner l'argent, investir de l'argent dans le développement des projets. J'ai parlé tout à l'heure de la cimenterie pour permettre que nous puissions réaliser notre barrage de 11 000 MW. J'ai parlé tout à l'heure de l'usine de bitume, j'ai parlé tout à l'heure de l'usine de sidérurgie. Et ça va permettre maintenant à notre pays, pendant que ces projets sont mis sur pied, que ces entreprises, ces usines sont mises sur pied, que ça commence à produire, que le Camerounais lambda qui aurait investi dessus ait des bénéfices par rapport à son investissement. Parce que nous pensons au-delà des accords coloniaux qui ne nous permettent pas d'élever la tête, qui ne nous développent pas. Nous avons parlé des États qui n'ont pas d'amis, mais qui n'ont que des intérêts. Et nous nous sommes rendus compte que quand nous parlons du champ d'intérêt, nous sommes plus défavorisés que les étrangers qui sont chez nous. Nous parlons par exemple de la cimenterie, comme nous avons parlé tout à l'heure, en plus du barrage hydroélectrique. Si nous voulons mettre sur pied un barrage hydroélectrique, chers téléspectateurs, le Cameroun n'a pas de cimenterie. Parce que Cimencam n'est pas camerounais, c'est Lafarge, c'est français. Nous avons Médecin qui est turc, nous avons Cimaf qui est marocain, nous avons Edjin qui est en partie camerounais, nous avons Atlantic Bank qui, avec l'argent des épargnes des Camerounais, va mettre sur pied une cimenterie. Et toutes ces cimenteries n'étant pas camerounaises, nous voulons développer l'économie de notre pays, notre société, la société d'investissement et développement des villes culturelles du Cameroun. Il faut donc sortir le Cameroun de la pauvreté, mais ne peut pas sortir le Cameroun de la pauvreté sans les investissements des Camerounais, parce qu'en fait, c'est le fonds sur lequel nous allons capitaliser pour permettre au Cameroun d'être boosté. Et tous ceux-là qui vont mettre de leur argent dans l'investissement que nous sommes en train de lancer auront des bénéfices que nous appelons des dividendes, auront des bénéfices chaque fois qu'un projet est réalisé et qu'il a commencé à être vendeur. Ce n'est donc pas la cotisation, ce n'est pas la tontine où on va vous dire donnez votre argent, mais demain, l'an prochain, vous aurez ça. Si le barrage, par exemple, est construit en 6 ans, la 7e année,
ou la 8e année, on commence déjà à voir qu'est-ce qu'on a gagné après avoir vendu l'électricité sur le plan local, sur le plan, dans la sous-région. Qu'est-ce qui est entré? Ce qui est entré, il y a une réunion des investisseurs et on fait l'état. On vous dit voici ce qu'on a entré, voici ce qu'on a mis de côté, voici ce qu'on va utiliser pour développer et voici ce qui reste et on partage les bénéfices selon les investissements de chacun. Donc, ça t'enrichit et ça permet à ton pays de sortir de la dépendance, de quitter la main et l'emprise des puissances occidentales, à qui, comme le politologue disait tout à l'heure, on ne peut pas tout remettre sur leur tête. On ne peut pas les accuser totalement. Même le gouvernement, on peut l'accuser totalement parce qu'il est question que le Cameroun fasse quelque chose, il est question que le Camerounais fasse quelque chose. La Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, SID Cameroun SA, vous donne l'opportunité d'investir pour le développement du pays et de vous enrichir. La SID Cameroun SA ambitionne de créer des villes futuristes à travers la réalisation de différents projets de construction d'un barrage hydroélectrique, 11 000 MW dans sa première phase et d'une cimenterie. Peu importe votre classe ou votre secteur d'activité, devenez investisseur à la SID Cameroun SA. Téléphone 242 01 55 18 620 20 36 19. SID Cameroun SA pour enrichir les Camerounais et développer le Cameroun. Alors, nous revenons. Et quand on réfléchit un peu à la situation économique du Cameroun, vous nous expliquez comment que 85% des recettes fiscales du Cameroun proviennent des multinationales. Qu'est-ce qui ne va pas? 87% des recettes proviennent des multinationales. Je pense que l'une des forces du secteur, l'une des sources du budget de l'économie du Cameroun, c'est beaucoup plus dans les recettes fiscales, pas forcément multinationales. C'est vrai que les multinationales contribuent aussi pour beaucoup dans cette recette-là. Mais il y a un économiste qui a dit que 85% des recettes fiscales de notre pays proviennent des multinationales et nous ne gérons que 15%. Bon, et je vais appuyer, et que le commerce camerounais ne fait pas 5% du PIB. Oui, forcément, parce que cela atteste d'une réalité. C'est que nous avons un tissu industriel qui est très faible. Pourquoi? Il est faible justement parce que nous avons une économie extravertie. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, oui. Le président Paul Biya lui-même l'avait dit, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Comme on dit que notre économie est tournée beaucoup plus vers l'extérieur. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est que nous n'avons pas diversifié nos sources de revenus. Oui. On a beaucoup plus axé cela sur les recettes fiscales. Oui. Or, si avec les années pétrolières, les années du boom pétrolier, nous avons réussi à axer cela autre part, cela aurait pu donner d'autres choses. Il y a aussi un autre aspect, la politique agricole. L'État camerounais aurait pu gagnerait aussi à investir dans l'agriculture. On a parlé il y a de cela quelques années de l'agriculture 3G, de l'agriculture 4e génération, 5e génération. Vous voyez les pays comme les États-Unis, comme la France, vous allez certainement dire que comparaison n'est pas raison. Les pays comme les États-Unis et la France œuvrent beaucoup plus sur l'agriculture, production céréalière. Vous allez penser en Russie. La Russie, c'est le premier pays producteur de céréales. Vous allez voir la France, producteur de lait, de champagne, de vignes à travers le monde. Vous allez voir que dans chaque grande puissance, il y a toujours une spécificité de l'agriculture. Mais nous avons le cacao. Nous avons le cacao, sauf que notre politique cacaoyenne n'a pas été mise en œuvre, n'a pas été balisée, puisque nous étions concurrencés avec la Côte d'Ivoire qui nous maintenant essaie qui nous donne du pion. Pourquoi? Parce que le Ghana aussi qui vient. Le Ghana qui vient en deuxième position. Parce que nous n'avons pas accès à réactualiser notre production cacaoyère et à penser avec de nouvelles semences. Et c'est ça, il faut épouser la loi du marché. Lorsque vous venez dans un marché international, on veut un produit qui puisse être pris à adapter et qui respecte les standards du marché international. Le Maroc, la Côte d'Ivoire s'est arrimé et le Ghana aussi. Il y a des pays qui viennent aussi derrière et il y a de cela 2-3 ans que nous avons mené cette politique-là et c'est un pan que nous ne devons pas négliger. Donc c'est autant de choses sur lesquelles nous disons notre politique économique est encore à revoir
elle est encore brinque-ballant. Déjà, il faut d'abord reconnaître notre statut de pays en voie de développement. Donc, ce n'est pas comme si nous sommes un pays développé. La question, je vais poser une autre question. C'est quoi un pays en voie de développement? Un pays en voie de développement, c'est un pays qui a fixé pour développer un cap sur le développement. Ça veut dire qu'il y a des pans de développement des indicateurs. D'abord sur le PIB, le produit national brut, et nous avons même aussi une forme sur les infrastructures. Vous avez dit si nous manquons d'infrastructures. Après, sur les infrastructures, on passe sur le développement politique, quel est notre niveau d'avancement dans la démocratie. Nous avons sur le domaine culturel, nous avons sur le domaine... Donc, quand on parle de développement, ça ne touche pas seulement que l'économie. Non, l'économie c'est le cœur, mais aussi à côté de l'économie, il y a beaucoup d'autres facteurs de paramètres. Puisque le rayonnement démocratique est un facteur déjà qui montre de la maturité, le développement démocratique qui fait état du rayonnement politique d'un État. Et quand on parle de rayonnement, si vous avez compris, dans les États où il y a une forme d'assise politique, ça a un impact sur l'assise économique et ça crée quoi comme ça crée une forme de stabilité politique et ça a un impact sur l'équité sociale. Donc ça veut dire que ce sont des chaînes qui sont embrigadées. Lorsqu'il manque un maillon, il y a une forme d'instabilité. Or, nous sommes encore ici au Cameroun, nous avons des économies embryonnaires. Déjà, c'est vrai que le Cameroun, au plan de la zone CEMAC, est un costaud économique, mais un costaud au pied d'argile. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à mener cette politique économique et à avoir une forme de monopole sur la sous-région. C'est autant de choses qu'il faut permettre, laisse penser que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Raison pour laquelle l'un des chantiers qui serait plus salutaire, c'est de mettre sur pied un domaine économique, énergétique qui peut déjà booster notre économie. Et c'est dessus que notre société d'ailleurs assiste. Effectivement, et ensuite il faut industrialiser nos productions et essayer de transformer sur place alors, et non d'aller transformer. Tout à fait, ça fait justement partie des visions de la CID. Il faut créer un tissu économique autonome camerounais. Consommons camerounais, nous avons un projet dessus aussi. Mais Cameroun, consommons camerounais. Fait en sorte qu'on a notre économie propre qui tourne sur nous. Nous consommons camerounais. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est quoi? La révolution industrielle du XVIIIe siècle vient du fait qu'il y a une surproduction dans les pays occidentaux. Et c'est ça qui a permis l'impérialisme parce qu'il fallait explorer d'autres marchés. Si déjà au Cameroun, nous avons une production locale qui est autonome et qui a une forme d'autosuffisance au Cameroun, nous irons attaquer d'autres marchés, que ce soit dans la sous-région, CEMAC et peut-être même sur le plan continental. International. C'est de ça qu'on parle d'économie et c'est ça qui peut permettre à ce qu'on puisse parler d'émergence et tout le reste d'abord. Alors nous avons pensé à mener les Camerounais à investir parce que nous pensons qu'aucun peuple ne peut venir chez nous, comme nous avons d'ailleurs parlé tout à l'heure, des États avec leurs intérêts. Alors les intérêts étant tellement plus forts que le développement économique de l'Afrique et du Cameroun en l'occurrence, nous avons pensé qu'il fallait pousser les Camerounais à se réveiller par l'investissement pour qu'on ne soit plus engagé dans un prêt au Fonds monétaire international par exemple, ou même qu'on ne soit pas engagé dans un prêt où une multinationale de plus viendra chez nous, va nous imposer ci ou ça, et à des échéances que nous ne connaissons pas, qui vont nous enfoncer encore davantage dans la pauvreté. Nous pensons que l'investissement camerounais serait la solution. Alors qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, en tant qu'économiste politique, qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes dans l'erreur? C'est une solution? C'est une opportunité? C'est une opportunité à saisir, mais sauf qu'il faut essayer de dire, il faut essayer de hétérogénéiser cette vision que vous avez, c'est-à-dire il ne faut pas seulement vous cantonner ici. Il y a aussi un autre pilier que nous négligeons qui n'est pas de moins. Il faut intégrer la diaspora. Oui, la diaspora est intégrée dans notre... Il faut intégrer la diaspora. La diaspora est là. Oui, et aussi, il faut aussi qu'il y ait sur le plan national des États qui puissent des piliers qu'on mette sur pied. Et il faut aussi éduquer la population à savoir ce que c'est que l'investissement. Parce que en parlant d'investissement, cela peut paraître un peu vague, très vague. Oui. Et puis c'est même pas dans notre, je vous coupe pas, mais c'est pas dans notre éducation en fait l'investissement. Nous connaissons l'épargne, nous connaissons les cotisations, nous connaissons les tontines, mais investissement c'est vraiment nouveau. L'investissement
Et c'est la raison pour laquelle il y a un plan sanitaire. Je voulais saluer les initiatives qui sont répétées par le gouvernement camerounais dans la mesure investie au Cameroun. On crée des salons, ça pousse déjà qu'il y a cette volonté de cultiver, à s'imprégner, à aller divulguer, divulguer l'information, la volonté de vouloir investir. Mais maintenant, pour celui qui nous regarde, c'est quoi investir? Il faut lui dire, investir, c'est aussi prendre le risque. Parce que pour beaucoup, un investissement, lorsque vous posez un investissement, peut-être ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Il faut aussi informer les autres. Parce que c'est aussi le risque dans l'affaire. Mais il serait d'abord mieux d'avoir tenté ce risque. Oui, on dit qu'il ne risque rien à rien. C'est ça. Donc il faut aller d'abord dans une campagne d'éducation et de sensibilisation des Camerounais et de vos partenaires sur ce que c'est que l'investissement et ce dont il faut attendre de cet investissement-là. Que ce soit des parts, qu'est-ce qu'ils entendent par part et qu'est-ce qu'ils gagneraient et qu'est-ce qu'ils en bénéficieront en tout. Parce que c'est un tout. Quelqu'un ne saurait venir investir sans s'entendre, certains aspirent des intérêts et cela n'est pas d'intérêt. Quel est le bénéfice, quel est le pourcentage? Et lorsque quelqu'un investit, ça veut dire que ce sont ses économies qu'il a eu à mettre de côté. Lorsque vous entendez la crise financière de 2008, la crise des subprimes, il y a une forme d'économie de surinvestissement, ce qui a créé une bulle financière. L'éclatement de cette bulle a créé ce qu'on appelle la crise économique, où jusqu'à présent, les États européens n'ont pas encore su se lever. Raison pour laquelle il y a une nécessité à éduquer les populations, préparer les populations sur ce qu'on appelle par investissement. Les populations étant déjà éduquées, sensibilisées, peuvent mieux fédérer à votre projet d'investissement puisque vous êtes une société d'investissement futuriste. Et il faut comprendre aussi que les nouvelles villes que vous voyez, Paris, s'intègrent déjà dans notre vision de futurisme parce qu'il faut créer des zones vertes. Il faut comprendre maintenant que lorsqu'on crée une ville, il faut que celle-ci puisse intégrer le respect de l'environnement parce que c'est aussi un événement parlant. Et dans votre projet de futurisme, de ville futuriste, il faut que cela puisse intégrer aussi. Donc c'est toute une éducation que vous devez mettre sur pied. Et ayant mis cette éducation sur pied, vous pouvez maintenant imprégner à certains, vous créez par des salons, vous passez par des zones, des plateformes pour essayer de mettre cela et que cela, les populations puissent s'en imprégner pour venir vers vous. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que je bénéficie de cet investissement? Nous avons une conférence de presse le 15 du mois prochain, le 15 avril, où nous allons inviter les médias et puis nous allons étayer, expliquer, exposer réellement déjà les projets de la CID, l'idée majeure, la thématique majeure, celle de mettre sur pied dans toutes les 10 régions du Cameroun des villes futuristes, n'est-ce pas? Développer le Cameroun par le Camerounais lui-même et enrichir le Cameroun par le même fait. Et donc on a des projets sur lesquels nous nous appuyons. J'ai parlé tout à l'heure du barrage de 11 000 MW, j'ai parlé tout à l'heure de la cimenterie, parce que nous avons besoin du ciment, mais nous n'avons pas de cimenterie au Cameroun. Et donc si nous voulons construire nos barrages qui seront concurrentiels et qui vont dépasser de très loin les barrages que nous avons là, le retenu d'eau, comme nous l'appelons entre guillemets, nous aurons des difficultés à ce que des sociétés étrangères livrent du ciment à temps et selon les échéances que nous nous sommes fixées. Donc obligatoirement, nous avons besoin de notre propre cimenterie, nous aurons besoin de notre propre ciment qui va, en plus de faire mettre sur pied le barrage hydroélectrique, va permettre aussi au Cameroun de pouvoir avoir des routes, des ponts, de la voie ferrée et aussi, par-dessus tout, permettre aux Camerounais d'avoir le ciment à moins de coût, parce que je crois qu'actuellement le sac de ciment c'est à 4 900, 5 000, c'est trop. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été des fonctionnaires mais qui n'ont pas pu réaliser, construire des maisons parce que le sac de ciment c'est vraiment assez, le prix est lourd. Donc nous voulons amener la vie des Camerounais à être davantage aménagée. C'est un peu ça la vision de la CID. Nous voulons aménager la vie du Camerounais. Nous sommes la solution que les Camerounais doivent écouter parce que s'ils voient notre optique, s'ils voient ce que nous visons à long terme et qu'ils comprennent le principe d'investissement. Déjà au niveau de la garantie des investissements, la garantie des investissements c'est quoi? C'est que déjà nous ici nous ne recevons pas d'argent en main, c'est une société qui traite avec des banques et donc obligatoirement il y a une certaine sécurité au niveau des investissements et l'État camerounais est derrière le projet. Vous voyez par exemple quand nous avons une brochure comme celle-ci, un dépliant, vous voyez la photo du chef de l'État. Vous avez fait voir, vous savez qu'il est interdit d'utiliser la photo du chef de l'État si vous n'êtes pas dans une certaine conformité, si le projet n'a pas atteint un certain niveau dans l'État. Moi, je trouve que c'est une très grande garantie parce que nous avons, disons donc que nous avons le risque de mettre la photo du chef de l'État.
Mais ça veut dire que nous savons que les Camerounais aussi peuvent prendre le risque. Mais nous n'avons pas pris le risque parce que le chef de l'État est bel et bien informé du projet. Le chef de l'État est bel et bien informé du projet de la CIC. Et nous voulons amener les Camerounais à investir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les seuls investisseurs que nous avons sous la main. Sauf que nous voulons qu'ils soient majoritaires. Nous voulons même qu'ils soient complètement actionnaires dans cette entreprise. De telle sorte que quand Dubaï, qui est dedans, parce que Dubaï est engagé, le projet même est né de Dubaï. Vous voyez, par exemple, Israël qui est derrière. Et Israël suit l'évolution du projet. C'est la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait en sorte qu'on n'amène pas Dubaï et qu'on n'amène pas Israël ici, jusqu'ici. Donc maintenant, il y a la diaspora qui est là. Mais nous avons amené les parts à 10 000 francs. 10 000 francs la part. Pour que tous les Camerounais se sentent concernés par cette affaire, par ce projet, de telle sorte que, ensemble, nous puissions refaire la face de notre pays. Parce que, avec tout ce que nous avons entendu, vous avez fait l'analyse tout à l'heure, l'Occident ne peut pas nous développer. Et si nous attendons l'Occident, 60 ans après les indépendances, nous allons encore faire 60 ans, il n'y aura rien. Nous allons encore faire 60 ans, il n'y aura rien. Nous allons encore faire 60 ans, il n'y aura rien. Et il n'y aura jamais rien. Sauf que vous avez relevé quelque chose de très important. L'Occident ne peut pas nous aider, mais on ne peut pas faire sans l'Occident. Vous-même, vous l'avez dit comme partenaire, vous avez Dubaï, vous avez Israël. Oui. Donc, on vous dit que nous sommes dans un monde globalisé, bien, nul ne saurait faire quelque chose en autarcie. On a toujours besoin de l'apport, de l'expertise et de l'autre. Et vous l'avez très bien fait de souligner la diaspora, parce que la diaspora aussi peut venir avec son savoir-faire. Et ça peut nous être un grand sanitaire bénéfique pour pouvoir avancer dans les différents projets que nous avons. Bref, comme vous dites que nous avons besoin à la fois des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce projet de développement, à des investisseurs, mais aussi que tout doit reposer même d'abord sur nous et sur la vision que nous avons et que nous voulons du développement tamponné par nous-mêmes pour le développement de notre Cameroun. Ce sera très bien qu'on dise que le Cameroun en matière de production céréalière est le premier en Afrique et peut-être pas concurrencer aussi la Russie. C'est de bon ton. Et tout cela, ça participe aussi à la fierté de notre pays. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire sur ce point-là. Parce que quand nous regardons, nous pensons à l'investissement et nous sommes fermement attachés à ça parce que selon nos études, c'est véritablement ce dont nous avons besoin pour développer notre pays. Nous avons besoin de relever notre économie par nous-mêmes. Parce que nous avons vu actuellement le barrage de Natigal qui est construit par les Français. Dernièrement, il y avait des vidéos qui passaient dans les médias où les Camerounais se faisaient chiffonner par les Français. Le directeur des techniques les a appelés nègres, il dit qu'il ne cause pas avec les nègres, la loi n'a pas été faite pour les nègres. Et vous imaginez, et les populations pleurent. Les locaux de la zone de Batchenga, je crois, où le barrage de Natigal est bâti, ils pleurent dans leur propre zone, sur leur propre terrain, sur un barrage qui est supposé être le barrage, leur propre barrage. Ils ne sont pas payés, ils sont méprisés. Et ce n'est pas possible. Ici, nous avons vu encore les Chinois, des Camerounais qui se plaignent, qui travaillent dans des entreprises des Chinois, à Nanga Boko, un champ de riz, et ils disent qu'ils sont payés à 20 €. Au Cameroun, ça existe encore au XXIe siècle. Mais nous croyons que les Camerounais sont investisseurs et que nos projets fonctionnent. Nous allons travailler dans nos propres entreprises et nous aurons les bénéfices de nos propres entreprises dans lesquelles nous travaillons. Ça fera que quelqu'un n'ira plus travailler, j'allais dire, pour 20 € et pour un peu de riz. Il y a d'autres qui se blessent, qui se coupent les mains, qui meurent dans leurs différents lieux de service et puis on n'en fait même pas cas. Au Cameroun, ça existe encore au XXIe siècle. Vous dites que cela existe au Cameroun, sauf que le Cameroun n'est pas seulement le seul pays qui le pratique encore. Il y a un mouvement qui a été lancé par les footballeurs dans la mesure où la Coupe du Monde sera organisée au Qatar en 2020, où il y a des maltraitances, des employés. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement une réalité, une pratique. Mais nous sommes Camerounais. Oui, nous sommes Camerounais, ça se passe partout. Et nous sommes dans une logique où c'est parce que ce sont des entreprises étrangères qui font cela, qui se disent, bon, on ne va pas dire que c'est bien ce qu'ils font, mais je me dis quand même qu'il faut
Il faut une élégance lorsqu'on pose des actes pareils. Et les autorités camerounaises doivent être mises au courant et doivent frapper le point sur la table. Elles sont justement au courant parce que quand on écoutait les enregistrements, en fait, ceux qui travaillent, les employés de ces entreprises-là, surtout en Antigua, disaient qu'ils ont saisi même le gouverneur et puis, je crois, le sous-préfet, et que la police est venue, et après le sous-préfet est parti. Quand ils arrivent chez le gouverneur dit bon, la décision que j'ai prise dernièrement, là, qu'on fasse ceci, on fasse cela par rapport à votre situation, bon, moi je lève les mains, je ne parle plus de ça. Est-ce que le gouvernement est au courant? Les autorités sont au courant en fait? Oui, donc les autorités sont au courant, mais on attend maintenant qu'elles puissent réagir. Parce que quoi qu'on dise, il faut un an pour réagir. Ce sont les populations camerounaises qui vivent ce mal-là. Et lorsqu'on se sent encore plus frustré lorsque ce sont les étrangers. Et lorsque vous-même vous savez que si vous êtes... Vous voulez dire quoi? Les patrons camerounais aussi agissent pareil? Il y a des sociétés camerounaises qui briment aussi les employés. Ils briment les employés, ça se fait. Des employés sont remboursés, on ne respecte pas le code du travail. Il y a des ménagères qui sont toujours payés, même le prix du salaire ne respecte pas le SMIC. Donc il faut dire que partout, c'est partout comme ça. Raison pour laquelle il faut interpeller les autorités concernées à mettre un peu plus l'accent sur le respect des conditions des travailleurs et le respect même de voir le code du travail. Si je comprends bien, je vous relance, si je comprends bien, si ça ne va pas et que ces employés de ces entreprises et chinoises et françaises, si ça ne va pas là-bas, c'est parce qu'ils ont trouvé que déjà les Camerounais, même les employeurs camerounais, le système de travail au Cameroun ne respecte pas les règles. Ils ne respectent pas les règles déjà d'abord, première des choses, et ensuite au Cameroun, on ne respecte pas les textes que nous-mêmes on se donne. Donc c'est aussi là l'une des difficultés. Et voyant qu'il y a ce racisme-là, et comme on peut dire qu'il y a aussi ce complexe de coloniser qui s'imprègne en nous, on voit toujours en celui qui est l'étranger, quelqu'un de supérieur vis-à-vis de nous. Raison pour laquelle si vous voyez un gouverneur dire qu'il ne peut rien faire, ça veut dire qu'il voit que c'est plus fort que lui. S'attaquer à un expatrié, ça veut dire que s'attaquer à un État, on a besoin de créer des incidents diplomatiques. Et comme je dis, nous sommes dans le domaine de la diplomatie, c'est chaque État qui essaie de vouloir montrer le muscle pour protéger ses intérêts. Donc si nous n'arrivons pas à protéger nos ressortissants, nos populations, ce ne sont pas les autres qui viendront nous dire comment ils vont bien respecter cela. Et moi je crois donc que celui qui offre, c'est celui qui commande. Celui qui offre, celui qui commande, nous sommes dans une forme d'échelle de domination. Nous sommes dans l'échelle de domination où c'est le plus puissant qui fixe les règles. Celui qui n'a pas de force subit ces règles. Le plus puissant sur le plan économique. Le plus puissant sur le plan économique. En fait, quand on parle pas seulement économique, sur le plan culturel, sur le plan hégémonique, sur le plan technologique, sur le plan militaire. Raison pour laquelle dans la stratification de puissance, il y a hyperpuissance, il y a superpuissance, il y a puissance en devenir pays pauvre, pays en bas de développement, pays très très pauvre. Il y a même d'autres pays qui sont tellement pauvres qu'on ne veut même pas donner des Donc dans la stratification, on les met même pas. C'est chaque pays selon son rayonnement et la vision qui s'impose, qui se situe dans le rang qui lui est dû. Et ce sont les États puissants qui essaient de comprendre que bon, celui-ci il atteint déjà un niveau qui peut dire. Donc ce sont les États puissants qui décident de qui peut être promu à un tel ou un tel autre degré. Effectivement, puisque c'est un cercle très fermé. Qu'est-ce qui fait leur puissance? Qu'est-ce qui fait leur puissance? Ce qui fait leur puissance, c'est d'abord leur autonomie. Sur le plan économique. L'autonomie sur le plan économique. C'est justement pour ça que nous pensons à la CID, comme je disais, depuis que nous sommes dans cet entretien. Nous pensons que par l'investissement dans les projets de la CID, qui concernent le Cameroun et les Camerounais, c'est le moment, c'est l'opportunité que les Camerounais doivent saisir pour se relancer sur le plan économique. Parce que quand on est économiquement assis, on a la parole. Oui, sauf que à vous seul, vous ne pouvez pas porter le développement de tout le Cameroun. Ça serait un peu très osé de le dire parce que ça veut dire qu'au-delà du développement, il va falloir que vous alliez même aussi, il y a une forme de développement culturel. Nous sommes tellement entrés après 60 ans de dépendance, de rapport avec les Français, que beaucoup même de Camerounais se croient français. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord déculturer cette manière de penser.
Et aussi, il faut aller aussi rééduquer. C'est ça, il y a des résistances parce qu'il y a, cette peur du changement. Oui, c'est vrai, vos parts sont à 10 000, mais le Camerounais, beaucoup de Camerounais, beaucoup de ménages camerounais n'ont pas 10 000 à journée. Justement, c'est pour ça qu'on a amené les Camerounais à pouvoir mettre sur pied, de mettre de côté, j'allais dire, 1000 francs, jusqu'à atteindre une part. Oui. Ce que vous ne savez pas, la dernière enquête de l'ECAM de 2014 ou 2015, mais ce que nous ne sommes pas bons, atteste qu'il y a des Camerounais qui ne vivent même pas avec 500 la journée. Donc ça veut dire que lorsque vous parlez de 1000 francs, ça veut dire que il y a déjà une forme d'exclusion de certains qui peuvent avoir ces 1000 francs. Non, mais on n'a pas dit 1000 francs à l'espace de 2 jours. Voilà. On dit 1000 francs peut-être à l'espace d'un mois, peut-être à l'espace de... En fait, pourvu que vous ayez une part. C'est tout un projet. Donc ça veut dire que même dans ça, il y a toujours une forme d'éducation. Il y a toujours une planification. Nous sommes justement, notre émission Entretien de la CID est justement là pour permettre que vous et tout cela, des spécialistes dans les domaines X ou dans les domaines variés, qui viennent, n'est-ce pas, permettent aux Camerounais de comprendre quelle est la démarche de la CID, quelle est la volonté de la CID, quel est le problème de la CID, où est-ce que la CID déclenche l'évolution, le développement économique et puis international du Cameroun et du Camerounais. Parce que quand nous parlons d'investissement, nous sommes dans ce processus. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une école pour les Camerounais. Parce que pendant notre entretien, ils apprennent des choses. Nous apprenons des choses. Ça permet aussi que dans notre échange, dans vos différentes répliques, ça nous permet de comprendre certaines choses, ça nous permet de mûrir certaines choses, ça nous permet de revoir certaines choses, ça nous permet de réajuster certaines choses afin que notre communication soit parfaite. Quand nous parlons aux Camerounais de l'investissement des projets de la CID. Vous avez dit tout à l'heure, sans énergie, on oublie le développement économique. S'il n'y a pas, pour mettre sur pied un barrage pour l'énergie, il faut une cimenterie parce que nous sommes dans une position mauvaise. Nous n'avons pas d'entreprise d'envergure au Cameroun. Nous n'avons pas d'entreprise d'envergure au Cameroun. Le Cameroun n'a rien. Oui, le Cameroun n'a rien, mais sauf qu'on a aussi beaucoup, il y a les VCAM, société qui fait dans les VA. Est-ce que c'est camerounais? Bon, les VCAM, il y a une très forte part de part du gouvernement camerounais de VCAM. Avant la crise au Nozo, nous avons la CDC qui était une production camerounaise, mais qui, malgré avec la crise au Nozo, a perdu puisque c'était le deuxième employeur après l'État. Donc, comme vous dites, il y a aussi des sociétés qui sont là quand même. Est-ce qu'elles sont concurrentielles, assez concurrentielles, puisqu'elles ont existé depuis, mais elles n'ont pas développé le Cameroun tant que ça? Elles ne sont pas, on ne pourra pas dire concurrentielles parce que beaucoup n'évoluent pas dans le même secteur de l'économie. Et c'est un peu ça l'une des difficultés parce que il y a beaucoup qui ont le monopole. Peut-être quand vous allez sur le domaine de la téléphonie, vous avez MTN, Orange, qui sont venus d'amener le pion à la société. Et qui font, je vous relance, qui font 2 fois Orange, par exemple, Orange Money avec le service Orange Money, fait 2 fois le budget du Cameroun. Bon, là, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les chiffres exacts pour pouvoir affirmer cela, même parce que je sais quand même que Orange, il y a quelque chose dont Orange ne devrait pas faire, c'est beaucoup plus dans la transaction monétaire. Oui. Parce que même en France, on avait refusé cela. Oui, ils ne le font pas. Puisque en venant, en fait dans la prestation financière, il peut avoir une forme de conflit d'intérêt parce qu'elle est venue avec une licence pour de la téléphonie et maintenant se retrouve dans un domaine de prestation. Je vous relance, est-ce que quelque part, c'est pas. Est-ce qu'en fait c'est une erreur? Est-ce que c'est un délit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui donne l'autorisation à Orange? On ne va pas parler d'erreur, on ne va pas parler de délit, puisque Orange ne le fait pas de manière frauduleuse. Oui. Ça veut dire que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas une autorisation en fait? Certainement, ils ont pu avoir une autorisation à faire des prestations financières. C'est sûr que ça aura un impact. Ils viennent maintenant avec une autre démarche, une autre voie dans le secteur des finances. Un porte-monnaie électronique. Un porte-monnaie électronique.
C'est pratique, certes, mais ce n'est pas à Orange de vouloir faire cela, alors que nous avons un secteur bancaire, nous avons des industries qui pourraient enlever. Ça me permet encore de penser que nous avons une économie qui est ouverte à tout le monde, oui. Et qui peut aussi donner la chance ouverte à tout le monde, j'allais dire, mais pas ouverte aux Camerounais, parce que c'est justement de ça que nous pensons. Non, c'est pas. Moi, je dirais que nous sommes dans l'informel. Oui, ils sont dans l'informel parce que l'État n'a pas assez encadré ce secteur. C'est un secteur qui apporte beaucoup à l'économie camerounaise. L'informel qui apporte que ce soit les motos. Donc ça développe des hommes, mais ça développe le Camerounais. Mais sauf que l'État prélève les impôts là-bas et ça renforce aussi, ça renfloue aussi l'assiette fiscale de l'État. L'informel? Oui, l'informel. C'est un secteur dont on ne saurait se détacher. N'est-ce pas? Que ce soit le domaine des colboxeurs, que ce soit les motos, taximens, que ce soit les sauveteurs, oui, la bureautique, le secrétariat, tout cela contribue fortement à renflouer la peinture, la sérigraphie. Tout cela paye une redevance là. Voilà. Donc si je comprends, mais il y a une chose que nous devons relever, c'est que l'informel, dans toute la vérité, donc, ne peut pas développer le Cameroun à la dimension de ce que nous avons comme projet. Non, ce sera difficile de le dire. Ce sera difficile de le dire parce que lorsque vous parlez de l'informel, il y a une très grosse part que l'État n'arrive pas à retirer comme bénéfice et mettre dans son budget. Oui. Ça veut dire que dans le secteur informel, il y a beaucoup qui font dans les quartiers où l'État n'arrive même pas à faire des contrôler, à gérer. Donc ça veut dire que c'est l'une des difficultés du secteur de l'informel parce qu'il n'y a pas un chiffre fixe qui puisse avoir. Qu'est-ce qui provoque l'informel? Qu'est-ce qui provoque l'informel? C'est parce que justement la politique de l'emploi n'a pas été assez mieux encadrée. Il y a une forme d'explosion du taux de chômage et qui fait en sorte que les jeunes se retrouvent en train de se débrouiller. C'est la débrouillardise. Et dans ce secteur de débrouillardise, on se rend compte que ça génère quand même beaucoup d'entrées puisque l'économie informelle est source de beaucoup de revenus. Donc c'est ça qui fait en sorte que l'État s'est retourné vers ce secteur. Ça appuie l'État en fait. Ça appuie l'État, mais l'État gagnerait à vouloir réguler ce secteur d'activité pour avoir encore plus de bénéfices et que pour avoir, en retirant des sous, ça pourra permettre de construire des hôpitaux, construire des écoles. Ça peut futuriser le Cameroun? Ça peut futuriser le Cameroun dans la mesure où l'État décide de prendre ses fonds et mettre dans cette idéologie parce que c'est l'État qui a la priorité, qui connaît les besoins des populations et où investir. Donc même dans votre projet, vous ne pouvez pas faire sans l'État. Vous avez dit vous allez avec les ministères d'appui qui pourront vous accompagner dans ce projet d'aménagement. C'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en symphonie pour que la musique soit bonne. Il faut l'État, il faut les Camerounais. Nous avons parlé, il faut le secteur informel, il faut l'État, oui. Il faut les Camerounais, il faut les infrastructures, il faut les technocrates qui puissent donner les idées, qui peuvent descendre sur le terrain. Il faut les investissements, parce que sans les investissements, on ne peut pas atteindre ces projets. Tout à fait. Donc voilà en somme comment on pourra tout cela réunir, ça pourra aller ou accompagner votre vision que vous comprenez. Alors, chers téléspectateurs, nous étions dans le cadre de l'émission L'entretien de la CID avec l'analyste politique et économiste politique Flavien Mbabi, qui nous a fait l'honneur de donner du temps pour que nous puissions ensemble faire ce petit parcours dans le projet de la CID en parallèle avec ce qui se passe dans le Cameroun actuellement. Lui qui maîtrise très bien certains couloirs de notre pays que nous explorons. Rendez-vous à la prochaine émission. Merci beaucoup, monsieur l'analyste. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette plateforme pour pouvoir faire véhiculer mon savoir. D'accord, merci beaucoup de vos formations. Ciao. La Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, CID Cameroun SA, vous donne l'opportunité d'investir pour le développement du pays et de vous enrichir. La CID Cameroun SA ambitionne de créer des villes futuristes à travers la réalisation de différents projets de construction d'un barrage hydroélectrique, 11 000 MW dans sa première phase et d'une cimenterie. Peu importe votre classe ou votre secteur d'activité, devenez investisseur à la CID Cameroun SA. Téléphone 242 01 55 18 620 20 36 19. CID Cameroun SA pour enrichir les Camerounais et développer le Cameroun.